Bonjour à tous et bienvenue sur État d'âme, le podcast dédié à la santé des femmes. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Félie en direct de Guyane, une femme courageuse qui a accepté de partager son témoignage intime sur la façon dont elle traverse le tumulte du burn-out. Son histoire est vraiment inspirante. Félie nous livre un récit authentique qui résonnera certainement avec de nombreuses auditrices. Excellente écoute à vous. Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'État d'âme. État d'âme vous fait vivre des moments forts avec des témoignages de femmes exceptionnelles et des conseils précieux de spécialistes de santé. Mais cette saison, préparez-vous à être transportés encore plus loin par État d'âme Stories. Ce sont tout simplement des récits fictifs, des histoires captivantes qui vous bouleverseront. Des situations auxquelles vous pourrez vous identifier. Ces histoires, façonnées par ma plume, vous plongeront au cœur des défis, des victoires et des émotions de la vie quotidienne des femmes. Avec derrière chaque histoire, un message important. Je vous invite à écouter attentivement, à apprendre et à grandir avec chaque épisode. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette saison spéciale qui déploie ses ailes pour vous offrir un contenu unique en son genre. État d'âme Stories. Chaque histoire est une leçon, chaque femme est une source d'inspiration. Restez à l'écoute, vous êtes sur État d'âme. Bonjour Félie. Bonjour Stéphanie, merci beaucoup de me permettre de raconter mon histoire. Eh bien, merci à toi d'être ici aujourd'hui pour témoigner. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ton métier? Je me présente, je suis Félie, je suis professeure en sciences et technologies de la santé et du social au sein d'un lycée polyvalent en Guyane depuis à peu près 12 ans. Alors, mon travail de prof consiste à, bien entendu, créer des supports de transmission, assurer la transmission des savoirs dans le domaine de la santé et du social. J'ai également une mission en termes d'accompagnement à l'orientation principalement, puisque depuis ces 12 années, j'ai principalement des classes de terminale par choix, puisque j'ai l'impression à chaque fois de repasser moi-même le bac et de ressentir ce stress. Et je disais que ce stress me rendait productive. Donc, le métier de base, c'est cela, donc assurer la partie pédagogique, mais également administrative, puisque nous avons aussi pas mal d'obligations administratives. Donc, ce sont les missions de base, mais parallèlement à ça, étant donné que enseigner, c'est un travail face à des humains, donc on gère, il se peut qu'on soit amené à gérer aussi des urgences, un élève qui ne se sent pas forcément bien, un élève qui a besoin de parler. C'est vrai que nous sommes une équipe, donc on travaille en équipe, mais en tant qu'enseignant, ayant les élèves face à nous en permanence, voilà, nous sommes aux premières loges et bien entendu après, en fonction des besoins de l'élève, on l'oriente vers le professionnel, vers le membre du lycée qui est le plus adapté. Alors ça, ce sont les missions de base. Pour ma part, en 2022, j'ai eu une mission complémentaire, celle de référente en décrochage scolaire. Donc là, l'objectif, c'était de mettre en œuvre des actions afin de favoriser le raccrochage scolaire. En gros, c'est faire en sorte que les élèves n'arrêtent pas leur formation et aillent au bout de leur formation. Voilà. Donc, voilà quelques-unes de mes missions. Et j'aime beaucoup dire que finalement, c'est le métier qui m'a choisi parce que je ne me voyais pas enseigner. Avant, je ne me voyais pas du tout. La relation, justement, avec les élèves me faisait peur. Et puis, maintenant, je me rends compte que c'est plutôt intéressant et que je me plais. C'est vraiment génial, en tout cas, ce que tu fais d'accompagner des terminales dans un moment vraiment clé de leur vie. À quel moment tu as senti que quelque chose n'allait pas? Donc, tout a démarré en septembre 2022.
Donc, avant cela, durant l'été, nous avons, avec ma famille, séjourné 3 semaines en métropole, donc des vacances reposantes, des vacances où on a pu passer des moments de qualité en famille, voilà. Et le 4 septembre, le jour de la rentrée, eh bien, j'ai repris certaines mauvaises habitudes que j'avais, comme par exemple partir sans manger. Et du coup, durant tout le mois de septembre, je pars tous les matins sans rien manger. Je prétexte que j'ai pas le temps. Et je comprends que ça va pas également, eh bien, lorsque je grossis. En quelques mois, je prends 2 tailles. Alors que mon alimentation n'a pas grandement changé. Et surtout, bien que le matin, je mange pas. Mon premier repas pouvait être à 16 heures. Autre manifestation, je perds mes cheveux. Enfin, je les perds pas, je les arrache. Voilà. J'arrache mes cheveux. J'ai des insomnies. Je suis dans un état d'hypervigilance. Une mouche vole durant mon sommeil. Je me réveille et c'est fini. Je ne pouvais plus me rendormir. J'ai beaucoup de ruminations. J'ai l'impression que mon cerveau ne s'arrête pas. Donc, mes nuits sont courtes, mais surtout, mes nuits ne sont pas reposantes. Donc, je me réveille le matin encore fatiguée. Alors, il faut que je dise quelque chose pour contextualiser tout ça. J'ai de très, très grosses journées. Mes journées commencent à 5h45 et se terminent vers 23h, minuit. Je suis arrêtée au mois de novembre 2022 parce que je sens que je suis vraiment fatiguée. Je suis arrêtée 1 semaine. Le médecin me donne comme consigne de ne rien faire, de lâcher prise totalement. Chose que je fais. Je prends également des vitamines à côté et voilà, après la semaine, je repars plutôt dynamique en me disant que voilà, c'est un coup de fatigue et que voilà, ça allait être terminé. Le mois d'après, durant les vacances d'hiver, donc on reprend encore 10 jours de vacances avec ma famille. Ça se passe bien également, on se repose, voilà. Et au mois de janvier, il y avait une épidémie de grippe. Du coup, je chope la grippe. Et là, je n'arrive pas à me remettre de cette grippe. Toutes les 2 semaines, j'ai la grippe. Donc, je ne comprends pas. Je me dis que, bon, c'est bizarre. Je tombe régulièrement malade, chose qui n'était pas le cas avant. Mais je ne comprends pas. Après, que la grippe se soit un petit peu calmée, je développe un côlon irritable pendant plus de 2 mois. Le côlon irritable, je savais que c'était dû au stress. Mais je ne me sentais pas si stressée que ça au point de faire un côlon irritable. Et ce qui me fait remarquer également que ça ne va pas, c'est au niveau de mon cycle menstruel. Le cycle, il change, il se raccourcit. J'ai un syndrome prémenstruel, mais terrible, des migraines alors que je n'étais pas du tout migraineuse, des inflammations, voilà. De l'ovulation au premier jour des règles, j'ai des brûlures dans tout mon corps. Donc, je comprends pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'une partie de mon corps me faisait mal, j'allais voir le médecin et je faisais des analyses. Bien entendu, les analyses ne donnaient rien. Donc en symptômes physiques, ça se poursuit. Avec les migraines, je développe une sécheresse oculaire. Et à tel point que je n'ai plus aucune larme et j'ai la gorge sèche en permanence. Et ensuite, l'année 2022, voilà, mes enfants tombaient régulièrement malades. Et je me rappelle qu'une de mes filles était tombée malade. Les médecins ne savaient pas encore ce qu'elle avait. Donc moi, je pensais déjà au pire, mais surtout, je ne ressentais aucune émotion. Donc j'ai perdu toute émotion. Je me souviens encore me réveiller, dire à mon mari que j'ai envie de rien. Je suis juste en pilotage automatique, voilà. Le soleil s'est levé, moi aussi je me suis levée, voilà. Je faisais ma journée, mais sans trop de goût et sans trop d'envie. J'ai également des douleurs diffuses, donc c'est des douleurs au fond, des douleurs à la tête, des douleurs à la nuque qui m'obligeaient à rester couchée dans le noir sans entendre de bruit. Et surtout, j'ai cette sensation de vide. Voilà. Il faut savoir que je suis quelqu'un de plutôt positif dans la vie.
d'hyperactive. Voilà, j'aime bouger, j'aime faire des choses, j'aime sortir. Et là, j'ai plus ces envies. Même amener mes enfants faire leur activité. Voilà, pendant un moment, c'était vraiment très difficile. J'avais aucune envie de le faire. Autre chose qui me fait comprendre que ça va pas, ce sont les crises d'angoisse. Je me rappelle une fois avoir été au restaurant avec mes filles et eu deux amis. Donc, voilà, la soirée se passe plutôt bien. Et au bout d'un moment, voilà, j'ai une panique. J'ai juste une idée en tête, c'était rentrer chez moi. Donc, je roule comme je sais pas quoi. Et j'arrive à la maison avec une hyperventilation, avec des palpitations, le cœur qui bat à 180. Et surtout, moi, dans ma tête, je pense que c'est mon dernier jour. Et ensuite, je m'endors et il s'est rien passé. Donc, tout ça, ça me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je n'arrive pas à mettre de mots sur ce qui m'arrive. Et je suis irritable, voilà. Tout m'énerve. Les enfants, il ne faut pas qu'ils fassent trop de bruit. Je perds la mémoire, oui. J'ai des trous. Donc, sur des protocoles que j'avais l'habitude de mettre en place pour le travail, là, j'avais des sortes de bugs. Je ne savais plus. Je devais chercher mes mots ou je ne trouvais pas mes mots. Donc, tout ça, je me dis, oh là là, cette fatigue, elle commence vraiment à me rendre dingue. Donc, du coup, moi, je m'inquiète. Je suis inquiète. Je me dis, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que on dirait que je vais devenir folle. Et ce qui m'inquiète, en plus, c'est le fait que je mange presque plus. Voilà. J'ai pas du tout la sensation d'avoir faim. Je mange parce que je sais qu'il est l'heure de manger, mais sans aucune envie, sans aucune sensation de manger. C'est un petit peu ces symptômes physiques que j'ai eus, mais ce que je retiens le plus, c'est vraiment cette sensation de vide, de n'avoir plus rien à apporter, de n'avoir plus aucun jus en moi. Tu as très bien fait d'aller consulter, en tout cas, à chaque fois que tu voyais un changement physique ou même un changement mental, et d'en avoir parlé aussi à ton mari de tes ressentis. Donc déjà, bravo, parce que c'est pas toujours évident de prendre du recul et de constater soi-même, en fait, qu'il y a de gros changements dans notre comportement, surtout quand on est en mode pilotage automatique. Et du coup, comment tu as géré cette situation avec ta famille ? Pour ma famille, ça a été difficile, puisque au début, ils étaient comme moi, ils ne comprenaient pas ce qui m'arrivait. Moi qui avais l'habitude de gérer mes enfants, de gérer leurs sorties, de tout gérer, là, je commence à plus être capable de les faire. C'est pas simple pour eux également, puisque je suis irritable, j'ai des sautes d'humeur et surtout ce manque d'énergie. Dès le réveil, on se disait bonjour, comment s'était passée la nuit, et moi, je n'avais qu'une phrase en tête, c'était « je suis fatiguée ». Donc, je me réveillais, j'étais fatiguée. Du coup, les enfants, ils me disaient à chaque fois « mais maman, pourquoi tu es tout le temps fatiguée ?» Et je n'avais pas la réponse à leur donner, donc c'était assez frustrant. Mon mari également, il ne comprend pas forcément. Mes amis ne comprennent pas en me disant, pas tout de suite en tout cas, que voilà, tout le monde se sent un petit peu fatigué et que ça va passer. Sauf que moi, cette fatigue, elle ne passait pas. Du coup, j'ai souvent été arrêtée, chose qui ne m'arrivait pas tant que ça. Et à chaque fois que j'étais arrêtée, je me sentais bien d'être arrêtée en fait. Et ça me permettait de regagner en énergie. Par exemple, au mois de mai, comme je vous le disais, je chopais tout ce qui se passe, tous les petits microbes. Je chope le Covid. Ensuite, donc je suis arrêtée une semaine et ensuite, c'était les vacances. Du coup, j'ai fait 2 semaines à la maison et là, j'ai eu un regain d'énergie. Par contre, tout ce qui est tâches ménagères, cuisine, non, je n'ai pas du tout envie. J'ai envie de dire que je n'ai pas la force de le faire. Juste le fait de réfléchir à les faire, ça me fatiguait encore plus. Mais je ne sais toujours pas ce qui m'arrive. Du coup, donc je suis régulièrement chez le médecin. À vrai dire, tous les vendredis, j'allais chez le médecin ou aux urgences. Et au bout d'un moment, plus personne ne savait quoi me dire puisque mes examens ne montraient rien d'alarmant. Les échographies, les scanners ne montraient rien d'alarmant. Donc, même le médecin, il ne savait pas. Il pouvait juste me dire que c'était le stress.
Et lorsqu'il disait ça, ça m'énervait parce que je ne me sentais pas si stressée que ça. Du coup, l'année scolaire prend fin et je devais faire les épreuves de rattrapage. Et là, je suis arrêtée pour les épreuves de rattrapage parce que je n'ai pas la force, ni mentale, ni physique, de faire ces épreuves. Et lorsque je suis arrêtée, bien, je ressens une forme de paix. Voilà, j'étais contente d'être arrêtée. Sur la feuille d'arrêt, le médecin, il met syndrome anxio-dépressif. Donc, en gros, il met que je fais un burn-out. Il le dit, mais moi, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas puisque je ne peux pas faire de burn-out, moi. Puisque voilà, je suis forte, j'ai enduré pas mal de choses dans la vie. C'est pas maintenant une simple fatigue que je ne peux pas endurer. Donc, les vacances se déroulent ainsi. Juste avant les vacances, le jour même des vacances, malheureusement, il y a un décès dans ma famille. Et je me revois encore dire à ma famille, mais vous en faites pas, on est ensemble. Voilà, on va gérer ensemble. Et le lendemain, là, le gros bug. Mais le bug, le brouillard mental, et je ne peux faire qu'une chose, c'est pleurer. Donc là, en pleurant, je suis contente. Je me dis, bon, au moins les larmes sont revenues. Mais pendant toute une semaine, je me traînais de mon lit au canapé avec aucune force physique. Même manger, c'était devenu trop difficile. Je ne pouvais que pleurer et culpabiliser. Me dire que c'est de ma faute. Voilà, j'aurais pas dû, etc. Mais jusqu'à présent, je ne réalise pas que je suis en burn-out. Donc, les vacances se déroulent pareil, avec des périodes où j'ai de l'énergie. Et du coup, comme j'ai de l'énergie, je fais pas mal de choses. Et ensuite, hop, voilà, je suis à nouveau à plat. Mon humeur également, je ne comprends pas. Je pleure encore. Donc, je ne comprends toujours pas, malgré que c'est les vacances, je suis au repos. Et c'est 1 mois et demi plus tard, en discutant avec une amie qui avait fait un burn-out, et elle me dit que voilà, ce que je lui décris, elle, ça lui fait beaucoup penser à quand elle avait fait son burn-out. Et c'est là que je réalise. En réalisant ce que je fais, je me documente. Puisque j'avais entendu parler du burn-out, mais je ne savais pas vraiment en quoi ça consistait. Donc, je me documente, je lis des témoignages de personnes qui sont en burn-out. Et là, je comprends que je suis en burn-out. Malgré tout, à la rentrée, cette rentrée 2023, je me dis que voilà, je vais retourner travailler. Et au bout d'1 heure de réunion, j'ai du mal à comprendre ce que j'entends et surtout, je sens une angoisse me monter. Donc, au bout d'1 heure, je rentre à la maison et je vais voir le médecin en lui disant que je ne suis pas capable, je ne peux pas. Et là, le médecin me remet en arrêt, cette fois-ci de longue durée, pour burn-out. Voilà. Mais dans toutes ces périodes difficiles, c'est vrai que je me rends compte que j'ai eu de la chance d'avoir la famille que j'ai, les amis que j'ai également, puisque pendant les périodes où je ne pouvais pas entendre les enfants, ou même encore les enfants me posaient une question, je ne savais pas leur répondre, puisque je ne comprenais pas, je ne savais pas quel mot leur dire. Et donc, les amis les prenaient, ils faisaient des journées chez des amis, ce qui me permettait de rester tranquille, et comme ça, de rester tranquille sans bruit surtout. Et après, c'est des enfants. Et je souhaite, par cette occasion, les remercier. Remercier également mon mari, ça n'a pas été simple pour lui. Donc, le burn-out n'est pas derrière moi, mais je suis en bonne voie. Et c'est grâce à toutes ces personnes, voilà. Ce qui m'a aidée également, c'est de faire une psychothérapie, voilà, pouvoir parler de mes émotions, les mettre par écrit également, les coucher sur le papier. J'avais l'impression de les sortir de ma tête. Je te souhaite de pouvoir te retrouver petit à petit. Mais en tout cas, je n'en doute pas parce que tu as un merveilleux soutien de ta famille, de tes proches. Et en plus, tu es également suivi par un professionnel de santé. Donc, j'ai envie de dire que tu n'as rien lâché malgré cette sensation de vide, de n'avoir aucune force. Tu as su gérer la situation en consultant et en cherchant à savoir ce qui se passe. En tout cas, merci de partager ça avec nous. Je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dans ce que tu décris et vont pouvoir avoir ce petit déclic d'aller consulter. Pour ceux qui n'arrivent pas forcément à visualiser cet état de vide, cet état de ne plus avoir de force, essayez d'imaginer que
vous vous sentez vide à l'intérieur, mais que votre corps est un poids. Je ne sais pas si vous allez... dites-moi en commentaire, sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que vous arrivez à visualiser? Mais c'est quand vous vous sentez lourd. En fait, votre corps, c'est comme si c'est un poids. C'est un poids pour vous. Et vous avez cette sensation aussi d'être un poids pour votre entourage. Bon, pour ceux qui connaissent, voilà, vous savez de quoi je parle. Mais vraiment, c'était pour essayer que les gens se visualisent que ce n'est pas juste « oh, je suis fatiguée », quoi. Non, c'est vraiment plus fort que ça. C'est vraiment très, très fort. Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui pourraient se retrouver dans une situation similaire? Je ne suis pas spécialiste du burn-out, mais par rapport à ce que moi j'ai vécu, il paraît important d'écouter son corps. Je le dis, mais ce n'est pas forcément quelque chose que je savais faire. J'apprends à écouter mon corps, puisque le corps est intelligent et il nous rappelle à l'ordre. Et c'est vrai qu'avant moi, j'écoutais pas mon corps, mais mon corps m'écoutait moi. Donc, mon corps faisait ce que moi, je lui disais. Aujourd'hui, j'essaye de l'écouter. Lui, prendre le temps de se cajoler, prendre du temps pour soi. C'est vrai qu'en tant que maman, on a beaucoup de choses à faire. Dans une journée, on peut avoir beaucoup de choses à faire sans avoir une minute à nous, mais essayer de se créer du temps pour soi en tant que personne. Autre chose, avoir la capacité de dire non. Pareil, c'était pas quelque chose que je savais faire. Je culpabilisais. Et aujourd'hui, j'apprends à dire non. J'apprends également à appréhender mes émotions et plus les refouler. Concernant le travail, ce burn-out m'a appris que le travail doit rester à sa place et que mon objectif aujourd'hui, c'est de travailler pour vivre, oui, payer mes factures, mais de ne plus vivre pour travailler. Et surtout, ce burn-out m'a appris que demander de l'aide, eh bien, c'est pas une preuve de faiblesse, puisque c'est quelque chose qui était très difficile, surtout par rapport aux enfants, puisque je me disais que personne m'avait dit d'avoir mes enfants. Donc, je ne voyais pas donner cette charge, même le temps d'une après-midi à une autre personne, puisque je me disais que la personne avait ses propres problèmes, donc je ne pouvais pas lui rajouter en plus des enfants. Et finalement, bien, le burn-out a fait que j'avais pas trop le choix et c'est vraiment très, très productif. Et surtout, et d'ailleurs une collègue me l'avait dit, j'ai trouvé que sa phrase était dure, mais elle avait tout à fait raison. Pendant longtemps, je me suis prise pour l'assistante de Dieu. Voilà, je voulais sauver tout le monde et tout faire pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est impossible à faire. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut se poser et prendre en compte, voilà, nos limites personnelles. Et apprendre encore, oui, je reviens dessus, à écouter son corps, puisque notre corps, finalement, nous accompagne depuis notre naissance jusqu'à la fin de notre vie. Et donc, ce corps, il nous faut, oui, apprendre à le chérir. Si je puis peut-être terminer par quelque chose, c'est que bien le burn-out, il s'invite dans notre vie petit à petit, c'est vrai, mais c'est pas du tout une preuve de faiblesse. D'ailleurs, les écrits de spécialistes le montrent, ce sont les plus consciencieux, les plus travailleurs qui tombent, parce qu'on veut bien faire les choses, on veut tout faire finalement, mais ne pas avoir peur de s'arrêter également, de prendre le temps qu'il faut pour pouvoir s'en remettre. Merci encore à toi, Philly, d'avoir eu l'envie de partager ton histoire avec nous. Et oui, en tout cas, demander de l'aide n'est pas un acte de faiblesse, mais plutôt de force. Parce que justement, on veut s'en sortir. Donc, tu peux être fière de toi. Et en tout cas, je te souhaite plein de bonheur pour la suite. Merci beaucoup, Stéphanie. C'est vrai que pour ma part, je ne peux pas dire encore que le burn-out est derrière moi, mais je suis sur le chemin de la guérison, de l'acceptation. Et j'espère que ce témoignage pourra un petit peu aider les personnes qui sont en burn-out ou les personnes qui vivront un burn-out, et que ces personnes puissent se dire que la vie continue, c'est vrai, avec des difficultés, mais la vie continue et c'est ça le plus important.
Si vous vous trouvez dans une situation similaire, n'oubliez pas qu'il existe des ressources et des personnes prêtes à vous aider. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. On the way to being free. On the way to being free.